BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Deux invités avec nous pour décrypter les enjeux sur les marchés financiers en cette fin d'année 2015. Sébastien Lemonnier est avec nous en plateau, gérant Action Europe chez Mansartis. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Et Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Thibaut, bonsoir. Bonsoir. Bon, on va parler de 2016, évidemment. On se projette déjà sur l'année prochaine, mais un mot quand même de cette fin d'année. Bon, il y a plein d'angles possibles, hein. Les matières premières, évidemment, qui sont pas encore stabilisées. On le rappelle, le Brent qui touche un nouveau plus bas depuis 11 ans. Donc, on enfonce les planchers qu'on avait déjà atteints au cours de la crise de 2008, de la crise financière. Il y a l'Espagne aussi, le retour du risque, ou en tout cas de l'incertitude politique en Europe, et des investisseurs voilà, qui sont pas franchement enclins à reprendre du risque là pour éventuellement terminer sur un rallye de fin d'année. Sébastien. Oui, et puis peut-être des valorisations qui sont des valos, oui. Et puis, ça y est, les banques centrales, elles ont parlé. Ouais. Donc, ce qu'on attendait a eu lieu. Moi, après, sur les histoires de fin de rallye ou pas, je sais pas trop. C'est toujours très délicat. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le marché nous dit aujourd'hui beaucoup de choses. Il y a des écarts de valorisation entre secteurs ou thématiques qui, moi, me paraissent assez dingues et sont en effet, si on regarde l'histoire, à des niveaux historiques, qui sont d'ailleurs souvent des retournements de marché, soit à la hausse, soit à la baisse, mais en tout cas avec des secteurs qui peuvent beaucoup tourner. Pour faire simple, entre des valeurs défensives... C'est même plus défensif ou pas, c'est en fait les valeurs visibles qui, en fait, dégage une plus ou moins croissance, etc., qui se payent avec des niveaux de valorisation qui sont excessivement élevés en absolu par rapport à l'histoire et par rapport au marché. Et puis, à contrario, vous avez une croyance totale sur les matières premières. Et là, je fais exprès de dire matières premières dans son ensemble, parce que je regarde aujourd'hui, les titres qui souffrent finalement de matières premières sont un peu traités de la même façon que soit dans le pétrole ou sur le minerai de fer, où finalement, il y a quand même des enjeux, une visibilité qui est assez différente. Alors, vous avez des consensus qui sont absolus. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les valeurs visibles, vous avez une croyance d'investir dans des actifs qui ne sont pas risqués. Pour moi, je trouve que c'est très dangereux. Et il y a peut-être un début de bulle, mais qui peut s'expliquer par les banques centrales, parce qu'en effet, c'est difficile aujourd'hui d'avoir des rendements. Donc, on investit par défaut. C'est un peu ça le résultat. Mais attention pour l'investisseur de moyen long terme. Et puis, à l'inverse, vous avez une croyance totale que les prix du pétrole ou les prix du minerai de fer vont continuer à baisser. Pour moi, je sais pas et je fais pas de prévision. En général, les gens se trompent beaucoup. Là, vous avez un consensus qui doit être alentour de 90-95% de négatif. Je pense qu'il y a toujours des excès et à l'inverse, en fait, je pense plus intéressant de dire tiens, le pétrole va continuer à baisser jusqu'à temps. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de regarder les valorisations des sociétés et se dire tiens, la valorisation aujourd'hui, elle me donne quoi comme cours? Quand je vois par exemple un Shell ou sur le minerai de fer, un acteur comme Rio Tinto, qui sont deux acteurs avec plus de 8% de rendement aujourd'hui, je me dis en effet le rendement est peut-être à risque, puisqu'il n'y aura peut-être pas 8%, mais on anticipe peut-être déjà un cut qui va ou pas arriver, et je suis pas sûr en plus que ça arrive sur ces titres-là. Et réduction du dividende. Si ça arrive, on aura peut-être 4, 5, 6% de rendement. Vous avez pas ça aujourd'hui sur Nestlé, vous avez pas ça aujourd'hui sur Danone ou sur L'Oréal. Donc peut-être qu'il peut y avoir des excès, et c'est sans doute le fruit des banques centrales. Il va falloir être très sélectif. Thibaut, dans quel état d'esprit on termine cette année 2015 et dans quel état d'esprit on peut commencer l'année 2016 là? Ouais, c'est une année un peu stressante, on n'est pas mécontent qu'elle se termine. Je sais pas si la suivante va être bien mieux. J'avoue que moi j'évacuerai un peu rapidement cette histoire espagnole, l'idée qu'il y a un gros stress, rappelons-nous quand même que c'est pas un sujet. Le taux de 10 ans espagnol est quand même remonté, mais il est quand même toujours sous les 2%. Quand on regarde ça, il y a quelques années, on se serait dit qu'on était malade, que c'était un gag ou que c'était pas sérieux. Donc parler de stress, ça me paraît vraiment beaucoup trop tôt. Après, on sait que les marchés financiers se moquent un peu de la partie politique. On a encore eu l'exemple avec le FN. C'est bien, c'est pas bien, en tout cas c'est comme ça. En revanche, cette partie matière première commence à être embêtante. Elle commence à être embêtante parce que on a répété très nombreuses fois que matière première basse, c'était bien pour l'économie. On arrive peut-être dans le moment où ça devient faux. C'est-à-dire que si on commence à avoir des faillites en série, on va commencer à abîmer le tissu bancaire qui est quand même un peu en train de se remettre. À un moment donné, ça va être vraiment problématique. On le voit, on commence à parler de boîtes, de CGG, d'Arcelor, on commence à avoir des doutes, de Vallourec qui commence à vouloir parler d'augmentation de capital alors que sa capitalisation est pas énorme. Donc on a l'impression que le tissu industriel commence à être abîmé avec le corollaire sur les banques. On rentre peut-être en un moment où économiquement l'idée que ça soit bien que ça continue à baisser, c'est peut-être faux. Les effets négatifs commencent peut-être à l'emporter sur les effets positifs, alors qu'ils ne sont pas complètement matérialisés. Il y a une inertie quand même dans la Je dirais juste qu'à ce stade, propagation des effets positifs. Si on reste à ce niveau-là, c'est très bien. Si on enfonce, les effets supplémentaires négatifs seront supérieurs aux effets supplémentaires positifs. Ça reste toujours bien à ces niveaux-là. Il y a un sentiment de capitulation là quand on voit le Brent à $36 au plus bas depuis 11 ans, je le rappelle, c'est-à-dire avant même la crise financière de 2008. Ça sent la capitulation. Il faudra en passer par là, ou est-ce que c'est pas encore l'heure
justement. Le problème, c'est qu'il faut se rendre compte de deux choses. C'est-à-dire il faut séparer deux choses. Effectivement, quand on parle d'acier, quand on parle de fer, quand on parle de beaucoup de choses, il y a une sorte de dilemme du prisonnier. C'est-à-dire que tous les producteurs produisent plus pour gagner de l'argent et ça inonde un marché où l'offre est trop abondante. C'est une chose. Quand on parle du pétrole, on parle de quelque chose qui est administré par les pays producteurs de pétrole. Et là, quand on a une réunion de l'OPEP, OPEC qui nous dit rien et on se revoit dans 6 mois, pour trouver des catalyseurs à court terme, c'est super dur parce que on a des gens qui arrêtent pas d'augmenter l'offre, qui n'est pas absorbée. Et d'un autre côté, on a un délai qui est vachement éloigné. C'est-à-dire les banques centrales, on dit toujours dans un mois, ça peut revenir. Là, on a beaucoup de temps avant une prochaine réunion. Donc c'est sûr que... À moins d'une réunion d'urgence, mais ça devient difficile de trouver des catalyseurs de court terme. C'est bien, c'est pas bien. Ce qui est sûr, c'est que trouver des soutiens au pétrole à horizon 1 mois ou 2 mois, c'est pas évident. Par contre, quand on voit comme l'économie d'Arabie Saoudite est en train de s'effondrer avec ces niveaux-là, on se dit effectivement qu'à horizon 1 an, c'est difficile de ne pas voir de remonter, mais ça peut prendre un peu de temps. Bon, c'est le moment de faire son marché. Enfin, vous en parliez tout à l'heure. Il faut évidemment faire la distinction, la sélection nécessaire, l'analyse en profondeur des bilans des entreprises, de leur capacité de résistance. Parce que là, le stress test, il commence à devenir monumental quand même pour ce secteur des matières premières. Sébastien, il ne faut pas se tromper quand on va aller choisir un véhicule d'investissement sur cette thématique-là. Moi, vous savez, j'ai un biais relativement contrariant, mais j'ai aussi un biais pour choisir la qualité là où je vais être contrariant. Moi, j'ai commencé à le faire. Ça coûte un peu aujourd'hui, parce qu'en effet, c'est contrariant et ça peut prendre parfois du temps. Je suis assez d'accord, il n'y a pas forcément tout de suite de catalyste, notamment sur l'industrie pétrolière, mais il y a aussi les valorisations et les retournements peuvent être aussi assez rapides malgré tout. Moi, je fais quand même partie de ceux qui pensent aujourd'hui qu'en effet, si on peut pas être à la fois, je pense, positif sur le marché boursier dans son ensemble et négatif sur les matières premières. Puisque ce qu'il faut prendre en compte, c'est que oui, ça va être positif pour le consommateur, mais le consommateur, c'est pas forcément ce qui est le plus important dans les indices. Ce qui est le plus important dans les indices, c'est souvent les capex des sociétés. Un tiers des capex dans le monde sont réalisés quasiment dans l'énergie. Les investissements en capacité, en production. Voilà. Même aux États-Unis, depuis 10 ans, finalement, on a eu des capex qui ont plutôt eu tendance à ralentir. Alors, c'est peut-être pour ça que les fruits des banques centrales aujourd'hui se lisent pas forcément dans le PIB, c'est pas si fort. Donc, si demain vous avez un fort ralentissement des pays émergents, si vous avez des vrais stress qui sont mis, pas que sur le niveau des sociétés, ça peut être des pays comme le Brésil, etc. J'ai du mal à imaginer que le marché continue de monter sans se préoccuper de tout ça. Ce que certains nous décrivent comme étant déjà la réalité. Le marché n'a pas forcément corrigé. Donc c'est là où je pense qu'il faut être très sélectif. Moi, je continue d'investir à la fois sur... Vous dites sur le Brésil ? Quel Brésil, on peut pas trop dire que ça n'a pas corrigé, quoi, vu la tronche du Real. Ah oui, sur le marché. Oui, mais je pense que là, c'est au niveau plus global, c'est ça, les conséquences d'un ralentissement du Brésil sur les actions développées ou autres. Moi, je continue d'être très pragmatique sur les small et mid cap, parce qu'on arrive toujours à trouver des belles valeurs. On pourra parler et encore des small et mid qui font aller au moins 2 fois mieux que les grands indices cette année. Ça. Et puis, sur des sujets contrariants, notamment le minerai de fer, j'ai investi dans des beaux acteurs. J'ai notamment une position en Rio Tinto, une autre position en Antofagasta. Pourquoi ? J'ai pas de boule de cristal, mais les valorisations sont tellement au tapis. J'ai des actifs, j'ai des sociétés qui ont des bilans solides et qui ont les meilleurs coûts de production. Alors oui, ça gagne pas beaucoup d'argent aujourd'hui, mais si déjà ils brûlent pas de cash dans cet environnement-là et que demain les choses vont un peu mieux, a priori les capacités vont être coupées plus vite qu'en tout cas sur le pétrole. Donc voilà. D'un point de vue de crédit, là, il y a des accidents importants à attendre. On parle beaucoup du secteur high yield aux États-Unis, lié à l'énergie notamment. Alors c'est quelques centaines de milliards au mieux. Ça paraît pas énorme comme ça. On regarde des montants et des masses qu'on a sur ce marché du crédit, mais d'avoir 1 ou 2 gros qui tombent, là, ça peut provoquer je sais pas, un effet domino. Non, je pense pas. Ce qui est vrai, à ce stade, c'est pas le scénario. Aujourd'hui, le gaz de schiste, c'est plus vraiment ce qu'on appelle le high yield, c'est-à-dire le haut rendement. C'est vraiment du distress. C'est-à-dire que c'est des boîtes qui sont déjà très compliquées. Et quand on ajoute à ça le fait qu'aux États-Unis, il y a la procédure de Chapter 11 qui va permettre de se protéger des créanciers, le risque de ne pas être remboursé là-dessus est élevé. Mais c'est un risque qui n'appartient pas aujourd'hui à des investisseurs de fonds. Ça appartient à des investisseurs très spéculatifs ou des gens qui ont mal évalué leurs risques. Alors que ce soit un problème, oui, parce qu'aujourd'hui, pour se financer dans le domaine de l'énergie auprès des banques, c'est délicat, parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir de grosses positions. Et cet élément, d'ailleurs, sur Abengoa ou sur d'autres boîtes du secteur, qui voient que les banques... Ça, c'est le renouvelable en Espagne, c'est ça Oui, c'est les banques, dès qu'il y a des secteurs énergétiques qui viennent faire appel à elles, aujourd'hui, elle n'est pas très désireuse d'augmenter ses expositions. Ça, c'est une première conséquence. Après, qu'il y ait des crises globales en Europe, des effondrements de masse, je ne crois pas. Mais c'est sûr que, comme je vous le disais, on arrive à un moment où ça commence à peser dans tous les sens du terme sur le tissu bancaire et c'est un sujet.
Bon, et c'est un vrai baromètre du climat d'investissement sur les marchés. Enfin, on n'a jamais eu une corrélation aussi forte, en tout cas récemment, là, entre l'évolution du cours du pétrole et celui des marchés actions, par exemple, Sébastien. Ouais, mais finalement, sur plein de titres, moi, c'est vrai que j'ai investi dans des titres comme Swatch ou Burberry. Ouais. Ces titres, aujourd'hui, boursièrement, ça réagit comme les matières premières. C'est totalement dingue. Surtout que si on fait alors que le lien direct est assez... si voilà, l'extrapolation, le pétrole, le consommateur chinois, il en profite. La Chine n'est pas un producteur et le chinois reste un gros client finalement de ces acteurs-là. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas du tout de corrélation, mais que la corrélation, je la trouve un peu trop forte aujourd'hui, surtout sur des sociétés qui ont des fortes marges, qui ont des forts bilans. Enfin, il y a des niveaux de valorisation qui me paraissent extrêmes par rapport à d'autres. C'est toujours le même sujet. Thibaut, tout est corrélé au pétrole, même ce qui ne devrait pas l'être? Tout n'est pas corrélé au pétrole, tout est corrélé tout court. C'est-à-dire que depuis 2012, on a une modification qui était forte. C'est-à-dire qu'avant, on disait, j'ai des actions et je vais acheter de l'emprunt d'État et ça me protégera. Ouais. Depuis 2012, c'est faux. Et c'est ce qui explique d'ailleurs les difficultés de beaucoup de fonds patrimoniaux qui, en prenant plein d'actifs différents avant de se protéger les uns les autres, ça marchait bien. Ça marche plus du tout. Parce que dans un monde de banque centrale, qui dit en gros, avec des taux à zéro, prenez plus de risques, parce que c'est que comme ça que vous aurez de la performance, tout le monde augmente tous ses risques, que ce soit actions, haut rendement, matières premières, voire même de la duration, c'est-à-dire des titres très longs pour compenser. Et quand à un moment donné on se dit zut, ça va pas bien, j'ai trop de risques dans le portefeuille, on coupe tout. Et comme en plus en général on coupe avec des ETF, et effectivement on vend par exemple un ETF émergent, on va vendre en même temps du Brésil et du chinois. Et donc on va vendre deux pays qui ont des intérêts qui sont opposés, mais comme on va vendre les deux via des ETF, ils vont bouger de la même manière. Donc cette corrélation, elle n'est pas liée au pétrole, elle est liée aux banques centrales. Tout va dans le même sens. Tout va dans le même sens. Et ça, c'est extrêmement difficile. Est-ce qu'on peut imaginer des corrélations qui se remettent en place, enfin des corrélations inverses, plus traditionnelles entre les taux, les actions, un risque taux là peut-être qui serait réévalué de la part des investisseurs? Non, pas à court terme, pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit les taux sont bas, il faut prendre du risque. On voit bien que si les taux remontent, donc si les obligations d'emprunt État baissent, on aura une justification pour prendre moins de risques. Et donc la baisse des valorisations des emprunts État va faire baisser les marchés. C'est idiot, mais c'est comme ça. Et puis le deuxième élément, c'est que historiquement, quelle est l'idée? L'idée, c'est si vous voulez pas prendre de risque, vous faites du cash. C'est ça la vraie corrélation. Et aujourd'hui, comme le cash rapporte rien, tout le monde cherche d'autres idées. Et à un moment donné, quand ça va vraiment mal, on vous dit non, vos autres idées, j'en veux plus, je veux du cash. Et tout revient vers le cash et tout, ce qu'on appelle le sell-off massif, tout est vendu en même temps. Et donc, tant que les banques centrales mettent un cash qui rapporte rien et qui est difficile à avoir dans une allocation, pour moi, on gardera des corrélations fortes et seul le gérant qui sera capable de faire du cash au bon moment tirera ses épingles du jeu. Évidemment, s'il sait sélectionner des bonnes boîtes, c'est quand même mieux. Mais l'année du stock picking, c'est joli. La réalité, c'est que c'est ceux qui ont su faire du cash après le premier trimestre, semestre, qui s'en sont bien tirés cette année, et d'après nous, ça va continuer. Voilà, le market timing aussi, c'est pas facile. On peut se prendre les doigts dans la porte, et quand on négocie mal les quelques virages serrés qu'on a eu cette année, et Sébastien qui a approuvé, Sébastien Lamounier, qui est quand même un stock picker par excellence, qui approuve sur le fait que pour l'instant, c'est pas facile. On va marquer une pause, et on se reparle juste après. Il y a la clôture qui arrive, messieurs, et le CAC qui s'enfonce dans le rouge, là, quand même, en fin de séance. Retournement depuis une demi-heure, 40 minutes, à moins 0,8% pour l'instant pour l'indice parisien. On va sans doute clôturer sous les 4600 points tout de suite. Le fixing, 17h30 en direct comme chaque soir. On se prépare pour une clôture finale négative. Le CAC 7, 0,77% actuellement sous les 4600 points. On s'est retourné il y a une demi-heure, 40 minutes maintenant, 4589 points. Sylvain Le Ganadin, on vous retrouve en duplex depuis DailyFX, FXCM. Sylvain, bon, séance de fin d'année, donc j'imagine que les volumes d'activité sont beaucoup plus réduits. On n'aura pas réussi à tenir la hausse qu'on a eu quand même pendant une bonne partie de la séance. Effectivement, comme vous l'avez très bien dit, les volumes sont 2 fois inférieurs aux volumes normaux. La trêve des confiseurs devrait très certainement survenir lors de la semaine prochaine. Mais il y a différents facteurs qui expliquent, je pense, cette consolidation des marchés actions européens et notamment du CAC 40. On a tout d'abord des marchés qui digèrent la première hausse des taux de la Fed en 9 ans, d'accord, la première hausse des taux qui est plus ou moins historique. On a également des marchés qui sont pénalisés par une baisse des prix des matières premières. Airbus, qui est la plus forte valeur, notamment dollar du CAC 40, est pénalisé par la remontée du taux de change euro-dollar qui culmine actuellement autour des 1,0930 et qui va sûrement aller chercher les indices. Alors, on a ces 3 facteurs globalement qui expliquent la consolidation aujourd'hui en fin de séance du CAC 40. Ce dernier qui devrait globalement terminer l'année autour des 4600, 4620 points. Ouais, vous dites qu'on peut retourner à 1,10 sur l'euro-dollar. Juste un mot quand même là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a eu l'annonce d'une première hausse de taux de la Fed. Bon voilà, la question c'était de savoir quel allait être le mouvement du dollar derrière. Vous dites on peut avoir une petite dépréciation du dollar là à la suite de cette annonce.
Effectivement, alors justement cette hausse des taux a été assez insidieuse car dans un premier temps on a eu une consolidation du dollar, puis ensuite on a eu une hausse du dollar et ensuite une autre consolidation. Aujourd'hui je pense que le dollar consolide tout simplement car les opérateurs de marché prennent des bénéfices en cette fin d'année et que je pense justement dans les jours et semaines qui devraient arriver, le dollar US devrait consolider légèrement. Alors ça ne veut pas dire une consolidation de 10 à 20%, mais je pense qu'on devrait pouvoir rechercher au moins les 1,10 d'ici semaine prochaine, voire même cette semaine. Long dollar ou long euro pour commencer 2016, Thibaut Prévet? Ouais, l'ont rien du tout. Je dois avouer que l'idée de prévoir à 2 BP. Non, mais pas prévoir. C'est pas ce que je vous demande. Je vous demande juste s'il y a encore une tendance à l'appréciation du dollar qui est possible ou est-ce que c'est un mouvement qui est terminé? Non, mais parce que c'est pas rien. Non, les effets de devise sur les actions et sur les actions européennes, ça a été ultra important. Donc elle est là la question. Ouais, j'ai compris. Je fais pas de savoir si c'est un 10 ou un 12 ou. Honnêtement, notre vision de court moyen terme, c'était un range à 0,5 à 15. Tout simplement parce que les banques centrales ont communiqué que la Fed réagit fortement dès qu'on est à 0,5 et réciproquement. En revanche, très clairement, si on devait faire une sortie, on le ferait sur une vigueur du dollar, parce qu'au-delà des mouvements spéculatifs post-banque centrale, on a des flux. Peut-être un investisseur européen, on a croisé beaucoup, nous disent, on peut faire du Bund à 0,50 à 10 ans, ou des taux américains qui n'arrêtent pas de monter, qui vont bientôt, pourquoi pas, arriver vers les 3, et qu'en plus, c'est sur une devise qui a plus de chances de monter. C'est un pari qui pousse les flux à se déplacer vers le dollar. Et donc, c'est vrai qu'on aura volontiers tendance, au-dessus des indices, à prendre des positions sur le dollar. En revanche, on va pas avoir très envie de jouer la baisse du dollar parce que le long terme me paraît plutôt en vigueur sur le dollar. Maintenant, oui, qu'on revienne à un 10, à un 11, j'en ai pas la moindre idée peut-être. Mais ça sera plutôt des occasions pour nous de renforcer sur le dollar. La tendance, voilà, c'est une tendance à l'appréciation du dollar quand même sur le moyen long terme. Les élections espagnoles, là tout à l'heure Thibaut nous disait pour lui c'est pas un sujet. À ce stade, évidemment, on n'est pas sur des stress de marché immenses. C'est quand même une incertitude politique qu'on n'aime pas forcément voir revenir en Europe, sur un pays comme l'Espagne, Sébastien. Alors c'est marrant, c'est que c'est plus une incertitude sur l'Espagne que ça avait été le cas sur la France, en quelque sorte. Là, c'est quand même les législatives, c'est pas des régionales non plus. Donc c'est une incertitude, mais finalement, moi j'ai tendance aussi à penser qu'elle est plutôt pricée. Si vous regardez le marché espagnol, c'est un marché qui, malgré l'amélioration fondamentale de son économie et de certaines sociétés, même s'il y a aussi un biais pays émergent avec l'Amérique latine, qui est quand même très à la traîne. Je crois que la semaine dernière, c'était un des rares indices en Europe. Du moins 7 peut-être, quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est un peu déjà pris en compte. Après, je vais pas commenter sur les impacts politiques. Moi, vous savez que dans mes règles d'investissement, j'évite les sociétés qui sont liées aux politiques, qui sont trop exposées aux politiques. Donc voilà, j'ai un biais assez important dans le fond sur l'Espagne, mais et ça remet pas en cause vos investissements en Espagne. J'ai eu des très bonnes nouvelles vendredi et encore ça continue aujourd'hui sur un acteur qui s'appelle FCC qui a fait une montation de capital et qui a fait monter le titre d'une 30%. C'est du bâtiment BTP, c'est ça? FCC, c'est une sorte de Veolia et puis Veolia, un peu d'immobilier, un peu de construction et c'est notamment la société de Carlos Slim, de Soros et de Bill Gates. Oui, les bons investisseurs. Ça se pose là quand même quand on a autour de table Carlos Slim, Bill Gates et George Soros. Bon, le marché espagnol qui est le plus affecté aujourd'hui en Europe, moins 3%. Et le CAC 40 qui clôture quand même sur une baisse de 1%. C'est pas rien parce qu'on était en hausse tout au long de la séance, plutôt sur quelque chose d'assez tranquille, assez peu volatile. Et puis on s'est retourné assez nettement il y a 30-40 minutes maintenant, dans la dernière demi-heure de séance. Moins 1,3% pour le CAC, donc quand même au plus bas du jour, nettement sous les 4600 points, 4565 points. Quand même mouvement assez violent de fin de séance. Et on a vendu pas mal de valeurs défensives, celles qui sont jugées peut-être un peu trop chères. La du Air Liquide, moins 3%, du Essilor, moins 2%, L'Oréal, moins 1,7%, la thématique pétrolière à nouveau sous pression avec les nouveaux plus bas qu'on a marqués sur le Brent, le brut léger américain qui reste sous pression également. On a Total qui pèse cet après-midi, qui recule d'1,6%, Technip recule d'1,5%, et puis on notera les valeurs dollars. Alors effectivement avec un mouvement de réappréciation de l'euro, une consolidation du dollar, on vend la nouvelle d'une certaine manière, la nouvelle d'une hausse de taux de la Fed. C'était mercredi dernier, l'euro-dollar qui revient au-delà de 1,09 à 1,0930 cet après-midi. Le CAC 40 clôture en nette baisse finalement, moins 1,3%. Ça s'est joué dans le dernier quart d'heure de séance, 4565 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos invités en plateau, Sébastien Lemonnier, gérant Action Europe chez Mansartis, Thibaut Prévet, directeur général adjoint de la financière Arbevel et en duplex depuis Daily FXM, Sylvain Le Ganadin, analyste. On vous retrouve, Sylvain. C'est vrai que le mouvement, on est sur une séance de fin d'année, mais le mouvement était quand même assez violent. On gagnait 0,3-0,4% un petit peu avant 17h, et dans le dernier quart d'heure, là, on a tout perdu. On perd quasiment 2% par rapport au plus haut du jour, là.
C'est vrai que cette séance était assez dangereuse, assez piégeuse, parce que en début de séance, on a eu une belle appréciation du CAC 40, donc tout le monde, je pense, tablait justement sur une poursuite du rallye de Noël, ou l'éventuel commencement d'un rallye de Noël. Puis au final, on a clôturé dans le rouge. Donc je pense qu'il est un peu tôt, ou peut-être même un peu tard, pour parler de rallye de Noël. Je pense qu'on aura une stabilisation jusqu'à la fin de l'année sur à peu près sur ces niveaux, sur le CAC 40, 4600, 4620 points, ce qui nous laisserait globalement avec une performance de plus 7,2, plus 8% pour l'année, ce qui est déjà une performance honorable. Merci beaucoup Sylvain. Bon, le pétrole sous pression aussi, ça n'arrange rien. Effectivement, on peut s'arrêter un instant. Alors, on parlait de rallye, mais là on va parler de rallye, la maison mère de Casino. Vous vouliez faire un jeu de mots par rapport à ça, Thibaut, entre rallye de Noël et le rallye de Casino? Oui, c'est ça. Oui. Bon, dossier quand même là. Enfin, je refais la séquence. Muddy Waters, société spécialisée dans la vente à découvert, qui publie des analyses souvent très tranchées sur certaines sociétés, qui a quand même levé des fraudes sur certaines boîtes chinoises. On se souvient de Sinoforest par exemple. Ça avait été des dossiers, des coups d'éclat là qui avaient mis en avant Muddy Waters et Carson Block, qui est le fondateur de l'entreprise. Donc voilà, il a quand même quelques dossiers à son actif. Là, il s'est attaqué à des valeurs françaises, Rallye Casino notamment. Alors, il publie une note au vitriol la semaine dernière. Le titre Casino et Rallye la chute l'un et l'autre de plus de 10%. Casino commence à communiquer un petit peu. Ils ont encore publié un communiqué ce matin en disant que la situation financière est solide, les perspectives vont très bien, bref, que tout va très bien. Le marché, il n'a pas l'air de cet avis aujourd'hui. Moins 3% encore pour Rallye et moins 4% pour Casino. Oui, alors Casino, ça avait démarré la séance sur ces niveaux-là, et puis c'est remonté, ça a rebaissé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une certaine volatilité. La difficulté étant évidemment que certains gérants de portefeuille n'ont pas très envie de montrer ça en fin d'année, ce qui peut se comprendre. Entre autres parce que c'est quand même une valeur qui est très exposée à l'Amérique latine et qui de fait a perdu quasiment la moitié de sa capitalisation cette année. Donc c'est pas forcément une chose qu'on va mettre en évidence. Et puis une note qui est, on se souvient tous de l'affaire Goex avec une note extrêmement agressif qui disait la boîte vaut zéro, où pour le coup à la lecture de la note on se rendait quand même assez vite compte que soit tout était faux, soit la boîte valait vraiment zéro. Mais la note laissait assez peu de place au doute. Là en l'occurrence on est sur une note d'analyse financière, c'est-à-dire avec des calculs de valorisation qui sont entre malhonnêtes et vraiment ridicules, et qui par des calculs, alors c'est extrêmement compliqué, mais on parle de réintégration de liste opérationnelle. C'est-à-dire en gros l'idée que si vous payez des loyers, il faut considérer que vous êtes obligé de les payer tous les ans pour exercer votre activité, donc il faut les remettre dans la dette, avec des évaluations d'actifs en disant en gros que par exemple Cdiscount ça vaut zéro parce que ça gagne zéro, ce qui est faux puisque ça peut se vendre. Et puis à côté de ça, une remise en cause du modèle de Rallye, qui là pour le coup n'est pas complètement absurde. C'est la holding financière de contrôle de Casino. Rallye, c'est des actions Casino détenues par le même patron et beaucoup de dettes. Alors la difficulté, c'est que quand on analyse une holding, on parle de loan to value, c'est-à-dire le rapport entre l'actif de la société et sa dette. Évidemment, s'il y a plus de dettes que d'actifs, ça commence à être problématique. Et dans ce cadre-là, des sociétés comme Wendel, comme des foncières, essayent souvent d'avoir des niveaux d'un endettement de 40-50% max de la valeur de leur actif. Rallye, ça fait 10 ans, depuis que j'ai commencé à travailler, qu'ils disent on va baisser ce ratio pour prendre moins de risques, et que ce ratio ne baisse jamais. Et donc, les marchés commencent à en avoir un peu marre de cette société qui est censée tout le temps faire un effort sur la dette et qui ne le fait jamais. Et du coup, d'une part, la crédibilité du management quand il dit on va se désendetter est un peu affectée. Et puis d'autre part, la difficulté est quand même que on commence à avoir des rapports entre l'actif et le passif qui posent vraiment problème. Ça veut dire quand même que cette note, au-delà des erreurs ou des arguments fallacieux, des chiffres qui sont utilisés, elle met le doigt quand même sur quelque chose qui est latent dans la communauté des analystes financiers. Ils en ont marre de la complexité, pour faire simple, pour le coup, de l'organisation entre Casino et Rallye. On touche à quelque chose qui est assez vrai, qui est la vision de long terme des investisseurs. Pour prendre quelques exemples, dans le cadre des investisseurs, Saint-Gobain, c'est du AAA, c'est génial. C'est pas tout à fait la réalité de la boîte aujourd'hui. De la même manière que, par exemple, le SEB, l'emboutissage de Bourgogne, qui était une boîte comme Bolloré, qui était un peu en difficulté il y a 20 ans, est toujours vue comme une boîte touchy, alors que c'est plus vraiment le cas. Donc les idées ont une vision longue. Rallye est un investisseur en haut rendement depuis très longtemps, donc il est toujours très apprécié, et probablement qu'il a une image qui reflète pas tout à fait la réalité. Et cette note vient le mettre en évidence. Maintenant, on est quand même plus dans la malveillance de quelqu'un qui est vendeur à découvert et qui veut gagner si ça baisse, que dans quelque chose qui est vraiment nouveau pour les analystes. Et nous, on observe plutôt des gens qui, à la lecture de la note et des démentis, ont envie de se positionner sur le titre. Mais parfois, en attendant janvier quand même, pour éviter la fin d'année. Maintenant, honnêtement, soit un titre facile à attaquer où tout ne soit pas faux, c'est vrai. Que cette note révèle une faillite massive. Quelque chose qu'on n'aurait pas vu, ça me paraît absurde. Que les analystes ne sauraient pas jusqu'à présent, on n'en est pas là. Non, on n'en est pas là. Bon.
En tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a le bad buzz en ce moment autour de Rallye Casino et on n'a pas forcément envie d'avoir ça dans ses portefeuilles. Un mot aussi là d'un titre qui a réussi à bien résister, c'est Valeo. Alors on parle beaucoup du secteur automobile, on est du côté des équipementiers automobiles. On a eu le deal entre Plastic Omnium et Faurecia il y a une semaine, 10 jours, la semaine dernière. Et puis là, c'est Valeo qui a signé une acquisition en Allemagne, Peiker, donc que je ne connaissais pas, spécialiste de la voiture autonome, la voiture connectée. Bon, c'est un secteur qui bouge encore beaucoup là, Sébastien. Oui, et puis quel retournement, parce que quand on s'était vu, je pense en octobre, on parlait de cas Volkswagen et toutes les répercussions, les titres s'étaient effondrés. Et pour le gérant contrariant, finalement c'était des opportunités. Alors on pouvait paraître un peu fou, moi à l'époque j'avais fait beaucoup de Plastic Omnium. Finalement aujourd'hui c'est un secteur qui fonctionne très bien. Que les fournisseurs continuent de se consolider, c'est finalement ce qui leur a permis aussi finalement de gagner du pricing power depuis 10 ans à peu près face aux constructeurs automobiles. Ils ont besoin de le faire aussi aujourd'hui par rapport à d'autres sujets d'innovation. Donc là, c'est le cas de Faurecia sur tout ce qui va être connecté. Moi, après, je connais moins Valeo, pardon. Oui. Je connais moins bien Valeo. Ce que j'ai vu, en tout cas, c'est que le prix d'acquisition n'est pas donné. Donc moi, je m'exprime jamais sur une acquisition sans connaître le prix, parce que c'est facile de vendre du rêve et surtout aujourd'hui de vendre. Oui, quand vous dites c'est pas donné, c'est qu'on ne l'a pas. C'est ça. C'est pas que c'est pas donné, mais on l'a pas. On va faire une opération relutive. Ça me paraît pas très compliqué dans l'environnement aujourd'hui. Donc je suis incapable de dire si ça crée de la valeur. Moi, j'étais assez intéressé par le cas Plastic Omnium. Pourquoi, alors, dans ce secteur, pourquoi est-ce que c'est Plastic Omnium qui vous intéresse le plus, là? C'est un des acteurs qui, finalement, est le plus simple à comprendre, qui a un niveau de rentabilité qui s'est certes très bien amélioré, mais qui me paraît tout à fait tenable, qui n'est pas... Disons qu'il est sur sur des métiers où il a à la fois des tendances structurelles, c'est-à-dire que oui, il y a une exposition sur le nombre de voitures qui va être produite dans le monde, mais on a toute une substitution, par exemple, sur le réservoir, du réservoir plastique, justement, qui est encore loin d'être avec des taux de pénétration importants en Chine. On a cette histoire du SCR qui rend justement le diesel propre par rapport à ce qu'on peut entendre au niveau des politiques en France. C'est dommage qu'on a une société française qui propose justement cette technologie. Les analystes étaient très dubitatifs. Je pense que le cas Volkswagen montre qu'il y a des débouchés et que finalement le prix n'est pas si important pour le constructeur automobile. Donc voilà, c'est un acteur que j'aime bien. Il commence à avoir des parts de marché significatives. Il a une très bonne visibilité. Et puis c'est une société familiale qui en général fait une bonne allocation du capital parce que c'est ses intérêts. Et donc du coup, aussi les mêmes. Et justement, racheter les pare-chocs de Faurecia alors qu'ils margent à 3,5 alors que chez Plastic ça doit plutôt être 10%. En Europe en plus. Alors très bien, c'est l'Allemagne, c'est les beaux constructeurs allemands, donc effectivement ça va bien, mais c'était plutôt Plastic Omnium, on les voyait plutôt à l'étranger, enfin en dehors de l'Europe, c'était leur terrain de chasse, c'était le monde quoi. Ils sont déjà très non français et très européens, enfin très non européens. Le deal, en effet, il fait pas rêver, c'est du plastique, c'est pas de l'objet connecté, mais peut-être qu'au niveau moins on est sûr de pas surpayer en quelque sorte. Surtout, il consolide encore un peu plus le marché, il gagne en pouvoir de négociation avec les constructeurs. Il y a une vraie complémentarité en termes de constructeurs automobiles, puisque là, notamment, ils vont pouvoir travailler avec Audi, même s'ils travaillent avec Volkswagen. Et l'enjeu, ça va être là, en tout cas moi, qui suis encore investi dans Plastic Omnium, que je vais continuer à creuser et de suivre, c'est de voir justement leur capacité à dupliquer leur savoir-faire industriel qui a permis depuis 5 ans à Plastic Omnium d'améliorer autant sa marge et le dupliquer finalement chez Faurecia. Ce qu'il faut aussi pas oublier, c'est que chez Faurecia, cette division était quand même pas si grosse que ça et que c'était sans doute pas de laissé un peu pour compte qui était mis, donc il y a sans doute un levier opérationnel intéressant pour Pomme. On va marquer une pause, messieurs, on se retrouve dans un instant. Merci Sylvain d'avoir été avec nous en duplex depuis Daily FX, FXM, Sylvain Loganadin, analyste qui est avec nous pour la clôture. Je vous rappelle, ce soir, moins 1,3% alors qu'on a progressé quasiment tout au long de la séance. Et ça s'est joué dans la dernière demi-heure. Le marché qui s'est retourné de manière assez violente, il faut bien le dire. Donc moins 1,3% pour le CAC ce soir, avec un pétrole toujours sous pression, 4565 points pour l'indice parisien. On marque une pause et on se retrouve pour le dernier quart d'heure du Club de la Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. 10 minutes encore avec nos invités ce soir, Sébastien Lemonnier, gérant Action Europe chez Mansartis, et Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Messieurs, on peut continuer de parler de 2016, là, le profil d'investissement, enfin le profil des marchés en 2016, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Qu'est-ce qui continue? Qu'est-ce qui risque de changer à un moment au cours de l'année 2016 par rapport à ce qu'on a vécu et la tendance dans laquelle on est aujourd'hui, Thibaut?
Non, on part dans l'idée que 2016 ça va être une bonne année pour l'Europe parce que les signaux sont positifs et se sont accumulés et qu'ils n'ont pas encore complètement délivré. Ouais. Donc il y a un vrai potentiel. Toujours plutôt pour nous small mid cap parce que c'est là qu'il y a toujours du potentiel. Avec quand même cette idée que nous on va être moins matière première parce que je trouve que les arguments qui ont été déployés par Sébastien sont complètement pertinents. Mais nous on est quand même une maison de stock picking où on aime bien essayer d'avoir un peu la maîtrise des choses et donc toute la partie matière première on a le sentiment entre guillemets de moins maîtriser ce qui peut se passer. C'est moins notre ADN. Et par contre un gros bémol sur les États-Unis avec cette idée que d'une part le dollar va plomber. Et d'autre part que les valorisations d'actifs qui étaient cohérentes avec un 1% de taux ou 0% de taux, ce ne seront plus toujours avec des taux qui montent. Je prends un exemple très concret, avec des résultats merveilleux sur Amazon pour la première fois de sa vie, on paye toujours la boîte 100 fois les bénéfices. Sur une boîte, quand les taux sont à 0, se dire je fais du 1 de rendement mais quelque part la boîte peut exploser à la hausse, pourquoi pas? Si on met des taux à 3, à 4 ou à 5, est-ce qu'on a toujours envie de toutes ces boîtes du Nasdaq qui rapportent 0 mais il y a une valeur de reste? Ils sont pas à 3, 4 ou 5 les taux si ça va vite, hein. Les taux ils montent graduellement et si on a 4 hausses de taux l'année prochaine, on commencera à avoir des taux à 10 ans qui pourraient aller toucher les 3%, 3,5%. Est-ce qu'on aura toujours envie d'avoir ce genre de boîte? C'est pas évident. Donc il y a un vrai risque de valo et du coup on va avoir tendance à avoir envie d'avoir du dollar pour le cash, mais pas de titres exposés dollar. Un mot de la Fed, évidemment, au passage. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Le marché le digère à peu près correctement. Il n'y a pas eu de surprise exceptionnelle. Forcément, si la Fed veut et arrive à dérouler son plan comme elle l'entend, donc hors choc externe et voilà, toute chose égale par ailleurs, comme on dit, forcément, à un moment, ça fera mal. Forcément, à un moment, il y aura un seuil de douleur qui fera mal au marché, qui fera mal à... Oui, ça peut être très violent, mais la réalité, c'est que les niveaux de valorisation aujourd'hui sont liés à des taux bas et ne peuvent pas forcément rester. Rappelons-nous, combien de fois je suis passé avec des gérants brillants qui disaient aux gérants taux que je suis et en m'agaçant fortement, les taux sont bas, donc il faut acheter des actions. Ça me fait mal de le dire, mais c'était vrai. Et le jour où les taux remontent, fatalement, ce raisonnement s'inverse. Et donc, il va forcément y avoir des dégâts. Quelque part, les États-Unis, qui étaient les premiers à profiter des baisses de taux et du stimulus de marché, risquent d'être les premiers à avoir une sorte de contre-coup. Donc, c'est-à-dire que sans l'aspect artificiel des taux bas, vous dites, on va se réveiller avec des fondamentaux qui sont plus du tout en lien avec les valorisations qu'on a aujourd'hui. Donc, disons simplement que si votre livret A vous rapporte du 0,20, vous n'allez pas regarder les marchés actions de la même manière que s'il vous rapporte du 6. C'est aussi basique que ça. Eh bien, sans aller à des niveaux aussi caricaturaux, c'est un effet qui va exister et qui fait que l'attractivité des marchés actions va baisser relativement avec ces hausses de taux. Ça va pas forcément être un crash, mais ça va pas nous donner très envie aujourd'hui d'aller chercher ces valeurs. Bon, Sébastien, l'environnement d'investissement pour 2016, là, les thématiques sur lesquelles vous planchez déjà, j'imagine. Ouais, enfin, on planche tout le temps. Mais oui. Après, voilà, j'ai beau être gérant action, comme je suis un gérant fondamental, en fait, j'aime bien écouter les gens qui font du crédit. Je suis tout à fait d'accord. Tout à l'heure, quand je parlais des sociétés visibles, en tout cas en Europe, faut pas oublier que c'est l'investisseur anglo-saxon qui fait finalement le marché, que souvent l'américain, il a une vision de l'Europe avec une approche top-down, et qui se dit, ouh là là, c'est le bazar. Dans tous les pays, ils n'arrivent pas à se comprendre. L'économie, elle est pas bonne. Donc, les cycliques, je vais les éviter. Et puis, du coup, je vais essayer de faire plutôt du Air Liquide, du L'Oréal, du Essilor, des sociétés qui sont visibles. Et en effet, pour moi, aujourd'hui, je dis pas que c'est des mauvaises sociétés. Non, je trouve que les niveaux de valorisation ne sont pas justifiés. Ne sont pas justifiés par rapport à leur fondement. Et si on fait l'exercice inverse avec le rendement du dividende, parce que c'est quand même ce qui rémunère à très long terme, finalement, presque la moitié de l'actionnaire, les rendements de dividendes aujourd'hui sont à des niveaux historiquement faibles sur ces titres-là, alors qu'ils distribuent beaucoup et qu'ils ont des bilans très forts. Donc, moi, je dis prudence sur ces titres-là. Si le marché baisse, on voit, d'ailleurs c'est encore la séance aujourd'hui, c'est souvent finalement ces titres qui baissent le plus. C'est vrai. Parce qu'en fait, boursièrement, pour moi, il y a une confusion aujourd'hui. On confond un investissement sur un actif visible avec un investissement sans risque. Et en effet, acheter une action comme Essilor, ça reste un actif risqué. Et aujourd'hui, quand il se paye un peu trop cher, je pense que boursièrement, c'est des investissements qui sont plus risqués que d'acheter des cycliques. Où les cycliques aujourd'hui, oui, personne n'en veut, mais même si demain, j'ai un environnement qui n'est pas très glorieux, j'ai des attentes qui sont tellement faibles des investisseurs et du consensus d'analystes que je prends pas trop de risques. Alors mon risque c'est que ce soit dead money, mais à l'inverse j'ai quand même des rendements et c'est là mon biais finalement d'acheter les sociétés de qualité. Quand je vais acheter une société cyclique, je vais trouver celle qui va avoir un rendement fort, un free cash flow qui va être de qualité pour avoir ce rendement de dividende et puis cette cerise sur le gâteau si j'ai un peu de volume. Dans la construction, je pense que le météo aujourd'hui est un soutien à court terme. J'aime pas ces éléments de court terme, mais je pense qu'en effet un acteur comme Vicat où il y a une petite pression sur le prix du ciment et sur les volumes de ciment, il peut continuer à faire de tourner du ciment aujourd'hui vu la météo en Europe. Mais c'est important parce que c'est pas intuitif et historiquement c'est quand même pas ce qu'on observe le plus souvent, mais même dans une phase de stress de marché ou de baisse de marché,
Vous le dites, ce qui baisse le plus aujourd'hui, c'est du Air Liquide, du Essilor, du L'Oréal. Qu'est-ce qui monte là? On a du Eramet, on a du Vallourec, on a de l'automobile. Non mais voilà. Et ça, on peut ouvrir une parenthèse, alors plus ou moins longue comme ça, où le marché, y compris dans des phases de stress, on est quand même entouré d'incertitudes et dans un environnement relativement incertain. C'est pas pour ça que les défensives vont continuer de bien faire. Non, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis pas capable de faire une prévision de marché, vous le savez, mais moi, quand je regarde des indicateurs historiques de valorisation, on est à des niveaux d'écart de valorisation qui sont... Ça a marché en 98, ça a marché en 2001, en 2003, en 2007. Et là, ça va peut-être encore de nouveau marcher. Ouais. Il se passe un truc sur les marchés. C'est soit une rotation sectorielle très forte, soit un retournement à la hausse ou à la baisse. Je pense qu'en général, c'est souvent aussi des moments qui sont pas mal pour les small caps. Moi, c'est un gros biais que j'ai dans le fond. Parce que l'avantage, c'est qu'elles sont toujours un peu décorrélées, en quelque sorte, de ces gros thématiques d'investisseurs top-down. Et qu'on arrive toujours, en creusant, de trouver des pépites à droite à gauche. L'idée que de la rotation, alors je le fais simple, mais cyclique défensive, ou en tout cas la visibilité se paye trop cher aujourd'hui, et donc même dans un environnement incertain, là à un moment, on sera tenté d'aller chercher d'autres actifs beaucoup plus décotés. Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas que des gros paquebots qui rapportent rien et des cycliques, quoi. Et effectivement, dans le gisement des small mid cap, on trouve des boîtes sur des thématiques un peu différentes, sur des thématiques innovantes. On peut parler des biotech, des thématiques comme la sécurité informatique. Enfin, il se passe beaucoup de choses sur lesquelles on peut trouver des choses intéressantes, la CS2I. Maintenant, c'est vrai que on a eu une envolée de beaucoup de types de secteurs, soit sur des thématiques rendement, soit sur des thématiques de qualité. On a eu toutes les foncières qui ont profité des taux bas. Enfin, il y a toute une partie de la cote qui s'est envolée et qui nous passionne pas. Et donc, de manière générale, tout ce qui est très rendement ou très administré, et là, je ajouterais les télécoms, le secteur de l'énergie, etc. C'est pas quelque chose qui nous excite beaucoup et qu'on a particulièrement envie de jouer. Et effectivement, on est plutôt sur les small mid cap, sur des thématiques qui, elles, peuvent avoir une forte croissance parce que c'est des thématiques d'avenir. Ça va plus nous intéresser. En revanche, effectivement, les gros paquebots qui rapportent rien, on les laisse assez volontiers de côté. Je suis assez d'accord avec cette idée-là. Les fusions-acquisitions, ça reste un thème d'actualité pour 2016, ou là aussi, avec un environnement de taux qui seront peut-être moins bas que ce qu'on a connu, même s'ils vont pas remonter en flèche, enfin a priori. Est-ce que là aussi, ça peut bloquer un mouvement qui est très fort? C'est toujours positif, mais on fera jamais le marché qu'avec des fusions-acquisitions, ça suffira jamais. En revanche, ce qu'on peut citer volontiers, au-delà des taux bas, c'est plutôt la vigueur du dollar qui donne quand même des idées à beaucoup d'entreprises. Et quand on voit des mouvements qui se font aussi sur le Brésil, il y avait beaucoup de gens qui voulaient acheter les télécoms brésiliens, et avec ce niveau du réal, c'est plus tentant. Enfin, c'est plus ces niveaux de devises qui peuvent créer beaucoup de volonté des acteurs américains à aller soit en Europe, soit en Amérique latine, et ça, c'est vrai que c'est un gros plus. Et aujourd'hui, une entreprise américaine qui a de la trésorerie, qui est même pas toujours d'ailleurs rapatriée, évidemment, avec ces niveaux-là, elle a envie de faire des cibles. Ça va rester un moteur, mais on se basera jamais là-dessus pour décréter un bull market. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Bon, mais ça reste d'actualité pour vous aussi, Sébastien? Ça reste d'actualité, et ça a marqué quand même cette année 2015. C'est un soutien de marché clairement sur des niveaux de valorisation de société. Et puis dans un environnement où peut-être il y a une incertitude sur la croissance, ça fait aussi du sens parce que les sociétés ont besoin de ça pour compenser ce qui leur manque peut-être en organique en fait. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Sébastien Lemonnier, gérant Action Europe chez Mansartis, Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Je vous rappelle la clôture ce soir négative, avec un marché qui s'est assez violemment retourné dans la dernière heure de séance, puisqu'on était positif à 17h et on recule finalement de 1,3%, 4565 points, des volumes qui commencent à être beaucoup plus faibles. On est à peine à 3 milliards d'euros échangés, mais voilà, c'est pas rien non plus, même si on est sur les dernières séances de l'année. L'euro qui est remonté un petit peu au cours de cette séance à 1,0925. Le pétrole qui continue de baisser, on perd 2% sur le Brent, 1% sur le WTI, le Brent à Londres à $36 et le WTI, le brut léger américain, à $34. Voilà donc pour cette séance. Bientôt 18h, vous avez rendez-vous avec Edwige Chevrillon et Guillaume Paul pour commencer la soirée sur BFM Business. On se retrouve demain à 15h. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.